Il est 11 heures au Burkina Faso et vous faites bien de nous rejoindre sur la télévision BF1. Bonjour mesdames et messieurs. À l'affiche de ce nouveau rendez-vous de Presse Éco, cette sortie des avocats de Bala Alassane Sakandé, le conseil de l'ancien président de l'Assemblée nationale tire à boulet rouge sur l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, au lendemain donc de la publication du rapport de gestion qui épingle le Parlement sous l'ère Sakandé. Les avocats du leader du MPP signent et persistent. La SELC n'a pas compétence pour auditer le Parlement. L'opération elle-même est un règlement politique, ont-ils scandé face à la presse cette semaine. Élément d'analyse dans quelques instants. À décrypter également le sujet relatif à la gestion des baux administratifs au Burkina Faso, c'est-à-dire la location des bâtiments privés au profit de l'État. La facture devient intenable pour le gouvernement. De 5 milliards de francs CFA en 2017, elle pèse près de 9 milliards en 2022 selon le ministre des Finances. Une situation qui a conduit à l'adoption cette semaine d'un décret pour tenter de stabiliser la charge locative. Et puis, cette phrase, Washington a plus à offrir au Sahel que Moscou. C'est le chef de la diplomatie américaine qui fait des yeux doux aux pays africains après l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Rwanda en 2022. Anthony Blinken a effectué cette semaine une visite en Éthiopie et au Niger. Et c'est une première. Jamais un secrétaire d'État américain n'avait foulé officiellement le sol nigérien. Qu'est-ce qui attire Washington sur le continent africain? Les Américains tentent-ils de tirer profit du French bashing au Sahel? Quelle devrait être la posture des autorités burkinabées face à ce nouveau repositionnement diplomatique? Toutes les analyses, c'est ici sur ce plateau avec mes chroniqueurs. C'est Karim Diallo, il est juriste et administrateur civil. Bonjour Karim et bienvenue. En face de Karim, donc, nous avons Banjoua Dieudonné Tankwano, il est sociologue et écrivain. Bonjour Tankwano, et merci d'avoir accepté notre invitation. Puis avec nous également Issa Kalengani, il est journaliste et analyste politique. Et enfin Blaise Kintega, journaliste également et directeur de YAM Info. Mais avant le développement des trois sujets, tour donc de table sur la visite d'un émissaire du président malien à Ouagadougou. Sadio Kamara, ministre malien de la Défense, a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré cette semaine. Alors, comment on peut rapidement analyser cette visite? Non, il faut dire que cette visite est tout à fait naturelle, hein, dans la mesure où vous avez constaté les convergences de vues entre donc, les chefs d'État en exercice au niveau des deux États, l'État du Mali et l'État du Burkina. Donc chaque fois que les dirigeants au sommet de l'État ont des convergences de vues, il ne faut pas s'étonner que les autorités administratives qui sont au niveau de l'échelon inférieur puissent de façon régulière se concerter sur des thématiques qui intéressent les deux pays et pouvoir dégager donc des solutions. Moi, je pense que c'est tout à fait naturel. Maintenant, il faut s'assurer que l'approche holistique qui guide donc la question du terrorisme soit bien comprise et que d'autres acteurs soient aussi associés au processus. Voilà. Ceci dit, de mon point de vue, c'est tout à fait naturel, puisque c'est les chefs d'État qui s'entendent et qui donnent des orientations à leurs collaborateurs. Voilà. Merci Diallo. Alors, Lengani, à sa sortie d'audience, Sadio Kamara a estimé que la situation que connaît le Burkina Faso depuis quelques mois est une situation qu'a vécue le Mali dans le passé. Nous sommes prêts à partager notre expérience. Alors, que vous inspire cette phrase de Sadio Kamara? Elle m'inspire le fait que, effectivement, ce n'est pas tout à fait faux, bien que je ne partage pas tout à fait ce qui s'est passé, parce qu'on a vu qu'au Mali, l'accélération du phénomène djihadiste terroriste au Mali, c'était vraiment de véritables colonnes d'armées qui fonçaient tout droit sur Bamako pour prendre la capitale. Et on se rappelle aussi qu'à l'époque, il a fallu l'intervention de la France, qui a été appelée à la rescousse par ce pays. Et au sol, il y avait aussi les Burkinabés qui étaient là. Même si on ne le dit pas de manière claire, les Burkinabés ont beaucoup participé à stabiliser le front. Et quand le Mali était vraiment... Voilà, à travers même des actions qu'on sait, mais
dont on n'a pas les origines. On sait que les Burkinabés ont été très actifs sur le sol malien pour permettre de stabiliser et éviter le chaos à ce pays. Bon, à ce niveau, peut-être que le Mali veut aujourd'hui retourner la monnaie de la pièce au Burkinabé, mais je me dis qu'on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Et puis encore, faudrait-il que le Mali lui-même ait fini, ou en tout cas ait maîtrisé suffisamment le phénomène chez lui pour avoir assez d'énergie pour se déporter sur d'autres fronts. Ce qui est très loin d'être le cas. Et donc, mais dans tous les cas, proposer une solution, proposer d'appuyer, ça peut être une très bonne chose. C'est à nous maintenant de savoir qu'est-ce que nous pouvons prendre chez nos amis maliens et qu'est-ce qu'on peut éventuellement leur offrir aussi, puisqu'on a une longue frontière entre nous. Merci. Kentega, concrètement, quel type d'expérience le Mali peut-il partager avec le Burkina Faso? Non, je pense que beaucoup d'expérience parce que depuis l'arrivée au pouvoir donc, de Assimi Goïta, il y a de cela une année, quelques mois, 2 ans, vous verrez qu'en fait, il y a eu une réforme globale donc, de l'armée malienne. Vous vous rappelez qu'on nous a chanté donc, au niveau des médias internationaux une armée malienne qu'on avait qualifiée de corrompue, une armée malienne qu'on avait qualifiée de déséquilibrée, mal formée, etc., par les mêmes coopérants de ces mêmes pays-là. Et depuis que Assimi Goïta est venu au pouvoir, on a vu qu'il y a une réforme drastique de l'armée malienne avec beaucoup de recrutement au niveau donc, de l'effectif, avec aussi des armes beaucoup plus sophistiquées pour la défense du territoire malien, mais également dans le cadre donc, de la lutte contre cette violence djihadiste l'année du bombardement de la Libye, dont le Mali n'a pas participé et s'est même opposé à l'époque de ATT. C'est bien de rappeler l'histoire également. Donc je pense que sur le plan aussi de la flotte aérienne, le Mali est aujourd'hui une référence donc, dans l'espace de la CEDEAO, pour ne pas dire même au niveau de l'UEMOA. Donc, je pense que depuis justement donc, cette nouvelle dynamique des autorités de la transition malienne, je pense qu'ils ont assez appris. Ils ont appris non seulement sur le plan militaire, mais ils ont appris aussi sur le plan diplomatique. Et vous savez que même dans l'armée, il y a ce qu'on appelle une diplomatie militaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Mali a assez avancé en matière d'expérience à ce niveau-là et arriver à stabiliser un certain nombre de fronts selon donc, une organisation internationale justement qui a fait un rapport. Il y a eu beaucoup de déplacés maliens qui ont rejoint un certain nombre de localités qui ont été stabilisées. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, le rapprochement entre Bamako et Ouagadougou est une bonne chose. Et on le voyait venir justement parce que depuis le déplacement donc, du Premier ministre du côté de Bamako, on a vu une sorte d'harmonisation des efforts. Et quand les gens parlaient entre-temps de fédéralisme, moi, je ne voyais pas ça dans le sens académique, etc. Moi, je voyais ça beaucoup plus dans la mutualisation des efforts sous le plan militaire, aussi bien le matériel militaire, parce que rappelez-vous que c'est le même jour qu'ils ont réceptionné les 4 avions de chasse plus les 12 drones, que Sadio Camara s'est déporté ici. Donc, je pense que si on regarde en fait le dispositif au sud du Burkina Faso, on n'était pas aussi étoffé sous le plan donc, de la flotte aérienne, même si selon certaines, ce qui se souffle dans le milieu, le Burkina Faso est en train de vraiment s'armer du point de vue logistique. Donc, je pense que ça entrevoit aussi une conjugaison des efforts au niveau des états-majors. Et j'ai vu aussi dans la semaine que dans cette même rencontre-là, qu'il y a eu donc, des échanges entre les 2 états-majors. Ce qui est une très bonne chose, parce que ça va nous permettre de gérer donc, cette bande de 1200, 1300 km. Je ne vous coupe pas, sauf que beaucoup estiment que le Mali n'a pas suffisamment réussi sa lutte contre le terrorisme. Ce sont les chiffres qui parlent. Il y a une bonne partie du territoire malien qui est toujours sous contrôle des groupes armés. On estime que le Mali n'a pas suffisamment d'expérience à partager avec le Burkina Faso. Certains Maliens le pensent, certains Burkinabés également. Comment voyez-vous ces réactions? Non. Moi, je vois ça autrement parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens voient le phénomène terroriste est devenu ce que moi,
je suis en train de progressivement me rendre compte de cette fameuse théorie du management de la terreur. En réalité, quand on connaît l'histoire du Mali est carrément différente, par exemple, des autres pays qui ont connu le phénomène terrorisme. Et on connaît comment s'est déporté le terrorisme dans le Sahel. On a d'abord, du côté donc, du Mali, un groupe rebelle qui revendique une autonomie de l'Azawad, parce qu'on sait qu'il y a du business qui a été fait en Libye dans ce sens-là. Donc, je dis, sous le plan de la lutte opérationnelle contre le terrorisme, depuis l'arrivée de Assimi Goïta, qu'on le veuille ou pas, il y a eu une amélioration significative, même s'il y a, en fait, parce que justement, le problème de ce nouveau phénomène terroriste-là que nous vivons, c'est le fait qu'on a eu des États, après indépendance, qui n'ont pas suffisamment travailler à anticiper des problèmes de développement, des problèmes, etc. etc. Et ça, c'est lié aussi à des politiques. Donc, je pense que en termes d'expérience, aujourd'hui, les 2 ans du Mali, le Mali a beaucoup à apporter au Burkina Faso. Comme je l'ai dit, au-delà donc, de cette question donc, de lutte contre le terrorisme, il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Je pense que c'est une très bonne chose pour les 2 pays. Merci beaucoup. Tankwano, rapidement sur cette question. Oui, sur cette question, moi je crois qu'il n'y a pas une visite de trop. Ce n'est pas une visite de trop, parce que le peuple malien et celui du Burkina Faso, ce sont des peuples frères de sang, frères d'espace. L'aspect terroriste a fait encore de nous des frères, voilà, anthropologiquement, pour dire que nous échangeons les mêmes problèmes, nous avons des points communs. Et donc, il convient quand même que si nous voulons évoluer et combattre le phénomène qui nous est commun, que nous échangeons, que nous harmonisons nos efforts. Mais maintenant, la question que moi je me pose, c'est de savoir, est-ce que réellement, je fais partie de ceux qui se demandent si le Mali est bien placé pour aider le Burkina Faso. Du moment où une bonne partie, du moment où Kidal est là, une bonne partie de la région souffre comme nous souffrons. Et l'autre question que moi je me pose, surtout cette question, est-ce que notre terrorisme au Burkina Faso est la même chose que le terrorisme au Mali? Ce sont ces questions que je me pose. Parce qu'en réalité, ce que nous vivons au Burkina Faso tire vers autre chose que le terrorisme au Mali. Mais est-ce que dans ce sens-là, ces 2 pays-là peuvent s'associer, s'harmoniser et s'unir pour être forts? Mais qu'à cela ne tienne, je crois que aussi, aucun pays n'est assez pauvre pour ne pas pouvoir aider l'autre en la matière. Donc les autres pays, je dis que si nous voulons nous en sortir dans cette lutte, il faut que tous les pays qui sont frontaliers du Burkina Faso, tous les pays qui partagent les mêmes réalités que nous, ou bien qui sont prêts à partager les mêmes réalités que nous, s'associent à cette lutte-là, parce que sinon nous allons chasser le mal et le mal va se retrouver chez eux. Ils vont chasser le mal pourra se retrouver de l'autre côté. D'où la nécessité pour tous ces pays-là d'harmoniser ses forces. Donc c'est l'occasion de faire appel même au Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, afin que tous nos voisins puissent se mettre la main dans la poche pour qu'on puisse ensemble être forts contre le terrorisme. Merci. Lengani, rapidement, 10 secondes. Je voudrais embrayer dans le même sens que Tankwano pour dire effectivement, c'est tous ensemble que nous allons vaincre le terrorisme. Pas le Burkina seul, le Mali seul, le Niger seul, la Mauritanie seul. C'est ensemble que nous devons travailler. Mais en matière d'exemple, moi je pense qu'il y a des exemples à prendre aujourd'hui. Le Mali ne peut pas être un exemple pour le Burkina Faso. Bien au contraire, c'est le Burkina Faso dans sa lutte qui l'engage, qui peut être un exemple pour le Mali. Pour dire aux Maliens, il faut compter sur ses propres forces. On n'a pas besoin de faire venir des gens de l'extérieur pour nous défendre. Si on appelle des gens, ils viennent se défendre, ils viennent défendre leurs intérêts d'abord, après nos intérêts suivent. Donc si les Maliens peuvent écouter notre président dans ce sens-là... Officiellement, les Maliens disent qu'ils n'ont pas fait appel à des forces étrangères. Oui, mais c'est ça, le discours officiel, vous savez, au Mali, c'est ce qui se passe. L'information officielle n'a rien à voir avec les réalités, puisqu'on reconnaît, on dit aujourd'hui qu'au Mali, on peut aller partout, alors tout le monde sait, et ce n'est pas officiel, qu'un officiel malien ne peut pas mettre les pieds à Kidal. Ça, c'est des réalités qu'on sait. Donc, moi, je pense qu'on peut effectivement tirer profit l'un de l'autre, mais le Mali ne peut pas être un exemple du Burkina Faso au stade actuel de la lutte de notre pays.
Merci, Lingani. 13 milliards d'irrégularités à l'Assemblée nationale selon un contrôle de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il n'en est rien selon les avocats de Alassane Bala Kandé. Ils crient à un acharnement politique contre leurs clients. Quelle analyse faites-vous de cette sortie des avocats de Bala Kandé? Je note que les avocats donc, du président Alassane Bala Kandé ont fait leur conférence sur deux aspects, dans la forme et dans le fond. Dans la forme, effectivement, ils estiment que la LCE n'a pas compétence pour contrôler l'Assemblée nationale. Et dans le fond, ils ont énuméré un certain nombre de griefs tenant au fait que les pièces justificatives qui devaient être fournies n'ont pas été demandées. Donc, c'est ça qui explique qu'ils n'ont pas fourni les preuves. Ils ont expliqué aussi le fait que le compte qui avait été ouvert donc, pour déposer donc, de l'argent, pour pouvoir prendre en charge la construction donc, de l'Assemblée nationale à venir, le siège de l'Assemblée nationale, ces sommes n'ont pas été gardées au trésor, mais ont été gardées dans une banque commerciale à la place, sans intérêt. Parce que si c'était gardé au niveau du trésor, ça allait aussi être sans intérêt. Ça, c'est les éléments qu'ils avancent. Maintenant, l'analyse que moi j'en fais par rapport au premier greffe, sur la compétence de la LCE, moi j'estime que les acteurs, chacun se prononce par rapport à ses propres textes. En réalité, pour mieux appréhender le problème, il faut faire une lecture croisée, à la fois de la loi organique 082-2015, qui régit l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'ALCE. Et aussi, il faut se référer au règlement de l'Assemblée nationale lui-même. Ce n'est pas sûr que les deux textes disent la même chose. Ce qui fait que chaque acteur invoque le texte, son propre texte en réalité, pour pouvoir se défendre. Voilà. Je vous explique. Quand vous prenez effectivement la loi organique 082 qui régit l'ALCE, vous vous rendez compte qu'à l'article 5, il est précisé effectivement que l'ALCE a compétence dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la lutte contre la corruption, pour investiguer dans les secteurs publics, les secteurs privés et même au niveau des organisations de la société civile. Mais dans l'élaboration de la loi, ils ont été tellement subtils que tel que c'est formulé, il faut lire entre les lignes pour pouvoir déceler justement la compétence de l'ALCE à pouvoir donc auditer l'Assemblée nationale. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? À l'article 5, on dit qu'ils peuvent auditer le secteur public, le secteur privé et les OSC. Il se trouve qu'à l'article 4, ils ont défini un certain nombre de termes, en disant, au terme donc de la présente loi, on entend par secteur public et ils énumèrent les institutions. On entend par secteur public, par exemple, les administrations centrales, les administrations déconcentrées, les institutions de l'État comme l'Assemblée nationale. Mais c'est à l'article 4, c'est précisé, pas à l'article 5. Donc c'est comme si, effectivement, au regard de la loi 082, la LCE a compétence légale pour contrôler donc, l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est vraiment une lecture dans les détails. Je ne sais même pas comment les députés, parce que la loi est passée par l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale elle-même. C'est vrai que, voilà, qui a adopté la loi. Voilà. Mais par contre, quand on va maintenant du côté du règlement de l'Assemblée nationale, on se rend compte que là-bas, il est dit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui est ordonnateur du budget et qu'en cas de faute lourde, dans le cadre donc de la gestion de ce budget-là, c'est les 3 quarts des députés qui peuvent le sanctionner pour faute lourde, en le destituant par exemple. Donc en fait, on se retrouve dans un système où chaque acteur invoque les textes en fonction de ses intérêts, entre guillemets. Voilà. Maintenant, la difficulté qu'on a eue dans le cadre de cette audit, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand on regarde la loi organique, il y a 2 options qui sont ouvertes. La première option, c'est que l'ALCE elle-même, de sa propre initiative, peut auditer toute structure donc, de la République. Et à l'article 46, il y a une brèche qui a été ouverte pour dire qu'en fait, le président donc, du FASO, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale lui-même peut saisir l'ALCE à l'effet de lui instruire de faire des audits. C'est ce qui a été fait. Peut-être que c'est ça, en fait, c'est ça la difficulté. C'est le fait peut-être que l'ALCE elle-même ne s'est pas auto-saisie de la question et que c'est une instruction du président du FASO qui a été mise donc, en application. Peut-être c'est ça qui fait penser aux gens qu'effectivement, c'est une question de règlement de compte. Mais c'est légal. Non, tout à fait, c'est légal, mais c'est une option qui est ouverte. Maintenant, pour éviter peut-être les supputations, à partir du moment où c'est dans les attributions classiques de l'ALCE à auditer, il faut mettre peut-être l'ALCE dans les conditions à même de pouvoir lui-même s'auto-saisir des situations. Diallo, le souci est que pourquoi l'ALCE n'a jamais audité le Parlement? Oui, parce que la question du Parlement elle-même est une question sensible. Parce que ce n'est pas propre au Burkina Faso seulement. Même les parlements à travers le monde, le Parlement a cette façon d'être, tient beaucoup à sa souveraineté. Parce que vous savez que le Parlement,
c'est la représentation en miniature de toutes les sensibilités politiques existantes dans un État. Et comme c'est des acteurs qui bénéficient donc de la légitimité populaire, de la légitimité populaire, ça les met dans une situation où eux-mêmes, ils se considèrent comme une structure de contrôle. Puisque dans les attributions de l'Assemblée nationale, ils contrôlent l'action du gouvernement. Ils peuvent même faire des investigations. Eux aussi, ils sont en fait quelque part un organe de contrôle. Et c'est eux qui votent en réalité les budgets des différentes structures. Même la LCE, la présidente du FASO, tous ces budgets-là. Mais c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget. Donc ça fait qu'eux, ils peuvent effectivement mal comprendre que c'est moi... Plus qu'il y a des structures à l'interne qui font régulièrement des contrôles. Exactement, c'est ça la difficulté, puisqu'il y a des contrôles internes aussi. Donc ça fait que j'ai bien compris la problématique. Il faut seulement poser les deux textes sur la table et essayer de voir. Et l'autre difficulté... Alors, quand c'est comme ça, qui doit trancher? Bon, j'arrive. Il faut bien qu'on tranche. Non, bien sûr, il faut bien qu'on tranche. Et la difficulté est venue du fait qu'il est dit que dans le cadre des attributions du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel apprécie à la fois les lois organiques, apprécie aussi le règlement de l'Assemblée nationale avant que ces textes-là ne soient promulgués. Ça fait qu'on a l'impression que du point de vue juridique, le règlement de l'Assemblée nationale et la loi organique qui régit donc la LCE ont même valeur juridique. Or, quand deux textes ont même valeur juridique, ça veut dire que c'est un problème qu'il faut régler. Moi, de mon point de vue, j'ai une solution à ça. Ça veut dire que je pense que la LCE a sa place dans le cadre des institutions de la République. Ce qu'il faut faire peut-être, c'est de procéder à une révision de cette loi organique. Parce qu'en fait, la LCE doit être à équidistance du pouvoir politique. Pour permettre, parce que l'option qui est ouverte, qui permet au président du FASO donc d'instruire la LCE à faire des audits, si on garde cette option, on peut être dans une situation où chaque président qui va venir va demander l'audit de son prédécesseur. Alors que la LCE elle-même peut se saisir et puis faire des audits. Ça, c'est le premier aspect. Je pense qu'on peut biffer cette partie. Le deuxième aspect, c'est par rapport à la nomination même du contrôleur d'État. À partir du moment où c'est des dossiers sensibles qu'il gère, et dont ceux-mêmes qui l'instruisent, ils peuvent faire l'objet aussi d'audit, puisqu'on a même audité la présidence, ça veut dire qu'il faut trouver un mécanisme où la LCE, les contrôleurs au niveau de la LCE, conformément à la procédure déjà qui est en vigueur, on a un appel à candidature, et quand on va les recruter, eux-mêmes, ils vont désigner donc un contrôleur d'État pour les détacher un peu du pouvoir politique. Oui, et même au niveau du mandat, on peut aller, au lieu de 5 ans, on peut aller à 9 ans. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'au niveau du Conseil constitutionnel, par exemple, le mandat des conseillers au niveau du Conseil constitutionnel, c'est 9 ans. Et on les renouvelle chaque 3 ans. Et un mandat unique. Je pense que si on fait ça, on va s'en sortir. Parce qu'en fait, c'est que le règlement aussi... Mais le contrôleur d'État, c'est déjà par appel d'offres. Oui, je comprends, mais il est nommé après par le président du FASO. Oui, par formalisme. Non, mais pourquoi si c'est par formalisme? J'imagine que c'est un formalisme qui est utile. Sinon, autant le supprimer. Parce qu'en fait, c'est une question tellement sensible, vous ne pouvez pas être à la fois juge et partie. Si le contrôleur, si la LCE contrôle donc, doit contrôler en fonction des instructions que le président en place donne, on peut se trouver dans une situation très compliquée. Voilà. Ça, j'ai pas fini. Rapidement. Voilà. Maintenant, par rapport au fond, j'ai vu qu'ils ont relevé le grief tenant au fait que les pièces justificatives n'ont pas été produites. Là, je vais être quand même un peu honnête. C'est vrai que je ne connais pas comment l'audit là s'est passé réellement au niveau de l'Assemblée nationale, mais en tant qu'habitué des audits donc de la LCE, de ce point de vue, il faut reconnaître qu'ils ont une approche quand même assez pragmatique. Pourquoi? Parce que quand ils veulent auditer une structure, ils vous envoient une correspondance à l'avance. 2 semaines, 3 semaines avant. Voilà, pour vous mettre dans les conditions. Et après ça, ils tiennent une réunion de cadrage pour vous dire, ah, nous, on va venir auditer, mais l'audit va porter sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect. On aura besoin de votre soutien. Chaque fois qu'on aura besoin d'un élément, on va vous appeler et vous venez vous apporter. Les avocats de M. Bala Alassane Sakandé estiment qu'en fait, on ne les a pas demandé ça. Or, dans le principe, en réalité, il y a un premier rapport qui est fourni et l'administration, la structure qui est auditée, répond à ce rapport en fournissant des éléments, les pièces justificatives que la LCE prend en compte avant de faire maintenant le rapport définitif. Maintenant, au niveau de l'audit de l'Assemblée nationale, je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées. Sinon, normalement, ce problème ne devait pas se poser. Les avocats disent qu'avant même qu'ils ne reçoivent un rapport, le pré-rapport a été déjà transmis au président du FASO. Bon, c'est à ce niveau que le problème se donc, situe. si c'est ça, ça veut dire qu'il y a quand même, il y a eu peut-être dans la façon de faire, il y a eu quelques... Ils disent que le principe de contradiction n'a pas été réel. Alors que le principe de contradiction est au cœur justement de l'action de la LCE en principe. En tout cas, quand ils auditent les administrations, c'est ce qu'ils font.
Maintenant, je ne sais pas pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale, cette procédure qui est faite au niveau des administrations centrales n'a pas été reproduite là-bas, de telle sorte qu'on se retrouve dans une situation où il y a des pièces justificatives qu'on n'a pas demandées et donc qu'on n'a pas fournies. Bon. Donc ça, c'est le deuxième aspect par rapport aux 12 milliards qui ont été mis de côté et qui n'ont pas produit d'intérêt. Effectivement, sur cette question aussi, il va falloir clarifier. Il va falloir clarifier dans la mesure où vous savez que ces fonds étaient logés au Trésor. Quand c'est logé au Trésor, je ne suis pas sûr qu'il y a un intérêt qui les affecte parce que c'est des comptes de dépôt ouverts. Maintenant, au niveau, ils ont dit qu'au lieu de déposer ça au niveau du Trésor, ils ont déposé ça au niveau d'une société commerciale, sans intérêt aussi. Bon, là aussi, voilà, parce que c'est un compte de dépôt ouvert, donc effectivement, si c'est un compte de dépôt ouvert... Mais est-ce qu'à ce niveau, les responsabilités ne sont pas partagées? Non, les responsabilités sont Parce que quand on dit que l'Assemblée nationale met de côté 4 milliards par an, les 4 milliards ne quittent pas les caisses de l'Assemblée nationale, ça quitte le Trésor public. Tout à fait. Certainement que c'est le ministère des Finances qui doit valider. Pourquoi il y a eu cette validation? Oui, en tout cas, il y a des choses pas claires là-dessus, puisque moi, n'étant pas au cœur du dispositif, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais je considère que cette situation-là doit être analysée en fonction des instruments juridiques. D'où ma question, qui doit trancher, parce que la situation ne peut pas rester telle. Oui, non, la situation ne doit pas rester telle. Le président du FASO qui a commandité l'audit va certainement trancher. C'est vrai que c'est l'ancien président, c'était sous le magistère. L'administration est une continuité. Non, j'arrive, oui, l'administration est une continuité. Donc le capitaine Ibrahim Traoré verra comment gérer cette patate chaude. Mais c'est pour dire qu'en fait, chaque acteur a raison, chaque acteur a un peu tort. Donc il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas jeter aussi le bébé de l'ALCE en particulier, parce qu'il y a des bonnes choses dedans. Moi, je vous fais savoir que lorsque vous lisez les rapports de l'ALCE chaque année, moi j'en ai fait une compilation. C'est des cours de finances publiques. Parce que toutes les irrégularités, tout ce qu'on devait faire, il les énumère. Et quand vous appliquez à la fin, vous-même, vous devenez un contrôleur en chef. Donc, il ne faut pas les jeter trucs. Maintenant, il faut travailler à ce que ça ne soit pas effectivement un instrument au service d'un pouvoir en place. Il faut travailler à ce que l'ALCE soit une institution indépendante au service de la République et qui tient la route, quelles que soient les contingences politiques. Merci, Diallo. Alors, Lengani, quand on est fini d'écouter les deux parties, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait finalement? Mais qu'est-ce qu'on fait? On recouvre l'argent qui a été dissipé ou en tout on justifie ce qui n'a pas été justifié. Moi, je pense que la finalité... Là, on sera sous la logique de l'ASE-LC. Et même de une logique l'Assemblée. rejetée par les avocats de Bala Sakandé. Je ne pense pas que les avocats de Bala Sakandé recusent le fait qu'ils doivent s'expliquer. C'est la méthode, c'est les voies qui ont été suivies, je pense, qui le mettent en cause. Et moi, je dis, au jour d'aujourd'hui, une lecture politique, parce qu'il s'agit aussi de cela. Quand les avocats disent que c'est leur client qui était recherché, ça veut dire qu'il y a un volet politique qu'ils mettent devant. Or, c'est des problèmes concrets, matériels de gestion qui sont posés. Et comme l'a dit M. Diallo, et je pense que c'est un aspect qui est beaucoup occulté au niveau des uns et des autres. C'est concret, mais quand on décide d'auditer que la période où Bala Sakandé a été président, il y a de quoi se poser des questions. C'est peut-être à ce niveau que les avocats sont dans l'incompréhension. Oui, tout à fait. Parce que dans la même législature, il y a eu Salifou Diallo. Après sa mort, il y a eu des vice-présidents qui ont certainement assuré l'intérim. Toutes ces personnes étaient impliquées dans la gestion. Pourquoi on décide, à partir de 2018, correspondant exactement à la période de gestion de M. Bala Alassane Sakandé? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Absolument. Mais ce qui est évident, c'est que ce n'est pas mauvais d'auditer la dernière législature. Je pense que ce qui a été fait. Et la preuve, c'est que toutes les transitions qu'on a connues se sont beaucoup intéressées à la législature immédiatement qu'elle a eu à connaître. Oui, donc, mais dans cette même législature, il n'y a pas que Bala Sakandé. Oui, mais c'est une logique qui est là et qui est respectée. Et je crois que vraiment, on n'a qu'à quitter les histoires de forme là pour s'occuper effectivement de tout ce qui est urgent et qui est nécessaire aujourd'hui pour notre pays. On a besoin d'argent. Et on a besoin aussi d'une certaine gouvernance dans ce pays. Ce que je voulais dire, c'est que l'ASC-LC, ce n'est pas seulement dans le sens de condamner les gens, ce n'est pas seulement dans le sens d'accuser des gens, c'est aussi des cours, comme l'a dit M. Diallo. C'est-à-dire, on apprend aux gens, par les fautes que les autres ont déjà commises et qui ont été relevées, comment améliorer la gestion. Je pense que c'est cet aspect-là que les gens occultent. Et bon, on se fait tirer par ceux qui sont accusés pour dire non, on nous en veut, on nous en veut, on nous en veut. Oh non, ce n'est pas ça. On vous en veut, c'est normal parce que vous avez géré. Et toute personne qui a géré doit être heureuse de pouvoir justifier. Et quant à la saisine, bon, il a évoqué tous les aspects. Contrairement à M. Diallo, moi je pense qu'il faut ajouter
des gens qui peuvent interpeller la SCLE. Les citoyens eux-mêmes, je pense qu'il faut mettre dans la loi que les citoyens eux-mêmes, dans certaines conditions, peuvent demander à la SCLE d'auditer quelqu'un. Moi, je pense qu'il faut qu'on inclue ça parce qu'on se rend compte de quoi? Les gens, surtout au niveau de l'Assemblée, on a vu comment les dernières législatives, la dernière législative a été gérée. Bon, qu'on le veuille ou non, le citoyen a l'impression que les députés dorment sur l'argent. Que le président de l'Assemblée nationale a l'argent qu'il fait ce qu'il veut avec. C'est l'impression qu'on a donnée. Et pour tirer ça au clair, l'Assemblée elle-même a intérêt à montrer que non, ce que nous avons fait, c'est pour l'intérêt public. Voilà où sont rentrés les sous, voilà ce que ça produit comme intérêt, etc. Bon, maintenant, sur le placement de l'argent dans une banque privée, moi, je trouve que ça, c'est carrément une faute. C'est surtout sans intérêt. Pourquoi telle banque et pas telle autre banque, etc. C'est des questions qui se posent, tout en sachant que l'argent ne dort jamais. En moins que ce soit sous votre matelas ou dans vos chaussettes. Sinon, l'argent, si vous remettez l'argent à quelqu'un de poser pour vous, ça va travailler pour cette personne. Et donc, il était tout à fait normal, de mon point de vue, de demander des intérêts et que ces intérêts soient retournés à l'Assemblée nationale et que ça serve à alimenter davantage la caisse qui est chargée de construire l'immeuble, le futur ciel de l'Assemblée. Merci. Kientga, alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? Bon. C'est compliqué. C'est compliqué. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est le Burkina Faso. Mais il faut bien que ça change, il faut bien que ça évolue, il faut bien qu'on change de paradigme. Non, moi je pense que les avocats ont avancé des raisons et au niveau de la SELC aussi, j'ai suivi la conférence de presse, tout a été dit. Maintenant, ça a été souligné ici par les uns et les autres. La complexité, c'est au niveau des textes. Maintenant, quant à ce qu'on appelle acharnement politique, vous savez, c'est presque comme ça. Hein. C'est presque comme ça. C'est une thèse qui ne tient pas selon vous? Non, en fait, c'est nos acteurs. C'est nos acteurs. Comme on est de la même socialisation, quand chaque régime gère en tant qu'il n'est plus au pouvoir, quand on veut fouiller pour essayer de comprendre comment la gestion s'est passée, on a vu ici les enquêtes parlementaires. C'est allé où? On a vu les enquêtes sur les questions de foncier. Vous voyez, les enquêtes parlementaires sur le foncier, il y a eu sur l'éducation. C'est allé où? C'est allé où? Les sociétés d'État aujourd'hui, j'ai appris qu'à quelque part, on est en train de bazarder des actifs d'une société d'État qu'on détenait depuis longtemps. Vous voulez quoi? C'est aussi ça le problème. Sinon, moi, je pense que les questions d'audit, c'est aussi simple que ça. C'est sa valeur pédagogique et puis sa valeur aussi que l'argent du contribuable ne soit pas dépensé pour des choses qui ne font pas avancer la République. C'est aussi simple que ça à comprendre. Mais maintenant, bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut dire quoi ajouter à ce qu'on sait de notre chromosome burkinabé? On est formaté comme ça. Et c'est ça la triste réalité. Sinon, bon, moi je pense que ce que la SELC a fait, c'est une démarche assez logique. Mais maintenant, je souscris à cette idée-là qu'il faut permettre aux citoyens, justement, de pouvoir aussi, en fait, demander à la SELC, par exemple, de se saisir d'un certain nombre de dossiers. Sinon, la grande difficulté, si le président qui est là peut demander, en fait, d'auditer... La dénonciation anonyme est admise. Oui, la dénonciation anonyme est admise, mais en fait, je parle de... comme il a dit, formalisé. Parce que plus c'est formalisé, ça permet, parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, des gens qui alertent sur un certain nombre de manquements liés à la gestion donc, des deniers publics, mais ça ne va nulle part. Et quand vous dénoncez déjà, on cherche à savoir vous êtes affilié à quel parti politique. Vous êtes du MPSR 1, qu'est-ce qui guide vos intérêts? ou bien vous êtes du MPSR 2. Bon, donc c'est ça, quoi. Mais on ne regarde même pas le problème que vous soulevez. On regarde... Vous appartenez à quel bord? C'est ça aussi le problème. Sinon, on a vu des dossiers, des articles de presse ici qui ont dénoncé un certain nombre de manquements liés aux institutions, mais ce n'est pas allé à quelque part. Donc, c'est cela aussi le problème. Et quand on regarde en fait, notre histoire politique récente, depuis 2015, juste après l'insurrection, on a eu d'abord dans un premier temps la question donc, des crimes économiques. Ce n'est allé nulle part, sauf qu'on a pu recouvrir en si peu de temps, en 2 semaines, on a recouvert 4 milliards.
Hein, comment? On a été quelque part quand même. Ah bon, ouais. Voilà. Donc après ça, on a vu effectivement les enquêtes parlementaires. Après, on a vu ceux qui ont dirigé le pays avant le MPP crier à l'acharnement. Et par la suite, on a vu le président Roch au Sénégal qui disait que le président Yacouba Isaac Zida avait disparu avec des caisses d'argent. Ce n'est allé nulle part. Donc, en fait, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il faut éviter justement qu'un certain nombre d'institutions qui sont censées justement en fait, être des parafeux pour justement nos deniers publics là, il faut éviter qu'on rentre dans l'exploitation politique de ces questions-là. Donc, je pense que du reste, sa valeur pédagogique, et moi je suis totalement en phase avec la SELC, parce que ça va nous permettre justement d'avoir peut-être des nouveaux acteurs qui vont avoir un niveau, voilà, avoir peur, mais également aussi qui vont comprendre que lorsqu'on dirige, même ceux qui dirigent actuellement, comme j'aime à le dire, du jour au lendemain, ils seront audités, c'est comme ça. Merci. Alors, Tankano, les audits ont eu lieu, les acteurs qui ont été épinglés rejettent totalement en bloc. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on avance, il faut bien qu'on évolue. Oh oui, il faut bien qu'on avance, il faut bien qu'on évolue. Moi, ces histoires de forme ne m'enchantent pas assez. La question que je me pose, est-ce qu'il y a eu irrégularité dans la gestion ou pas? C'est cette question fondamentale que moi je me pose. On peut, si oui, on peut chercher à justifier ces irrégularités ou à rembourser ce qui n'y est pas et revenir maintenant parler de forme. Et tout ce que nous sommes en train de dire, à mon sens, doit contribuer aussi à rendre plus formels et plus crédibles les tests de l'ASE, LCE, parce que c'est quoi? C'est aussi ça la contribution de chacun. Maintenant, il n'est pas exclu que les gens pensent à un acharnement politique, parce que ça a commencé à quelque part. Et pourquoi ça a commencé avec le régime de Bala, la gestion de Alassane Bala Sakandé? C'est une question aussi très importante, parce qu'on aurait peut-être, à mon sens, dû évoquer des irrégularités aussi, ou bien l'inquiétude au moment où l'Assemblée a été gérée par deux personnes, Salifou Diallo et Benewende Sankara. On sait que ça a été juste un passage. Voilà. On pouvait aussi s'inquiéter de la gestion de l'Assemblée à ce niveau, mais pourquoi on a sauté, pourquoi on a sauté ce volet-là pour venir commencer à la gestion au moment où Alassane Bala Sakandé y est? C'est une question très importante et je crois même que tout ce bruit qui est là autour, là, ça cible cette partie-là. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'interpelle peut-être tous ceux qui se proclament avocats ou défenseurs de M. Alassane Bala Sakandé, qu'ils veillent d'abord à parcourir tout ce qui est important et à la justification de ce qui s'est passé, quitte à ce que maintenant on lance un autre recours. Par rapport même à la forme des tests, M. Diallo a tout dit par rapport à ça. L'ALC, LCE, elle est assez compétente pour auditer n'importe quelle structure. Elle est assez compétente. Et les gens même ont demandé à ce que les citoyens aussi participent, c'est-à-dire la Guidoux demande des audits. Mais moi, je trouve même que c'est déjà admis, parce qu'un citoyen, s'il est bien fondé, s'il a les preuves de ses accusations, peut les transmettre à l'ALC, LCE et poursuivre jusqu'à ce que la vérité soit mise le jour. Mais ce n'est même pas ça le problème. On accuse le régime de Damiba, je crois, pour avoir instruit l'ALC. Mais est-ce que la gestion de la présidence au temps de Damiba n'a pas fait objet d'audit? Est-ce que la primature aussi n'a pas fait objet d'audit? Mais je me dis que les gens devaient être un peu très honnêtes pour comprendre que l'audit n'est pas seulement fait pour cibler un individu, c'est les systèmes qu'on guette. Et normalement, si nous n'acceptons pas cela, nous allons rester longtemps dans les mêmes dilapidations, dans les mêmes détournements, dans les mêmes mauvaises gestions. Donc il faut qu'on accepte cela. Et moi, je crois que la question à répondre, est-ce qu'il y a irrégularité ou pas? S'il y a irrégularité, la question de fond. Il faut que les gens s'attellent à répondre à cette question. Merci. Il faut bien qu'on avance, on va y revenir très certainement après. Alors, de 5 milliards en 2017, elle pèse près de 9 milliards en 2022.
La facture des baux administratifs coûte cher au budget de l'État. Le ministre des Finances donc veut atténuer le poids. Le décret a été adopté cette semaine. Il devrait donc permettre d'instaurer également plus de transparence. Diallo, il était temps pour que l'État se penche sur cette situation. Oui, il était temps que l'État se penche, même si c'est vrai, c'est un domaine qui n'était pas vierge. C'est un domaine qui n'était pas vierge dans la mesure où, sous le magistère du président Roch Marc Christian Kaboré, un décret avait été pris en 2016 pour réglementer les baux administratifs. Et en 2019, un arrêté conjoint du MINEFID et du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat avait été pris pour fixer le barème des tarifs applicables aux baux administratifs. Moi, je pense que du point de vue des instruments juridiques, il n'y a rien à dire. Maintenant, est-ce que ce sont les instruments juridiques, leur application, qui a posé problème sur le terrain? Ah, ça, il faut aller vérifier. Sinon, le terrain n'est pas vierge. Et lorsque vous regardez le décret de 2016, vous vous rendez compte que la procédure donc, de passation des baux administratifs est validée en fait en Conseil des ministres. Donc, en fait, c'est un problème qu'on peut régler facilement, puisqu'il n'y a pas un bail administratif qui va être conclu sans que ça ne passe sur la table du Conseil des ministres. Sur proposition d'une commission. J'arrive, voilà, sur proposition d'une commission. Effectivement, lorsque vous prenez l'article 15 de ce décret de 2016, vous voyez qu'il y a toute une procédure assez lourde, même qui est instituée, pour réglementer ces baux administratifs. Parce que dans un premier temps, chaque département ministériel fait des arbitrages internes. C'est-à-dire qu'il recense donc les besoins en bâtiment des différentes structures au niveau de chaque ministère et on fait un arbitrage. Quand ça c'est fait, chaque ministère envoie maintenant ces données-là au niveau du ministère des Finances pour centralisation. Et quand ça arrive au niveau du ministère des Finances, le ministère des Finances confie le travail à un comité interministériel où tous les représentants des départements ministériels participent. Et ce comité interministériel-là fait le point, fait un autre arbitrage, un ultime arbitrage pour arrêter maintenant les baux pour lesquels on va procéder donc à la mise en concurrence des bailleurs. Je précise qu'on ne se lève pas comme ça et puis on part, bon, mon ami Kentega c'est mon ami, donc bon, ton bâtiment là, je vais prendre ça pour... C'est pas comme ça se passe. Hein. Non. Dans ce cas, pourquoi on soupçonne un manque de transparence? Parce que le ministre des Finances l'a dit, il dit que le décret, en tout cas le nouveau décret, c'est dans le but également d'instaurer plus de transparence dans la gestion de cette question. Pourquoi on soupçonne donc un manque de transparence? Non, moi je n'ai pas vu encore le contenu de ce nouveau décret. Moi je parle par rapport aux instruments juridiques déjà existants. Parce que tel que c'est fait, je vois mal comment un bail administratif va fuiter au point de... Bon, mais dans la procédure, comme je le dis, quand c'est centralisé, ce n'est même pas fini. Quand c'est centralisé au niveau de MINEFID, le comité interministériel va arbitrer et puis arrêter donc des besoins synthétisés. Après ça, ce n'est pas fini, puisqu'il y a le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui est impliqué et qui va passer inspecter normalement les bâtiments pour voir s'il y a un minimum de commodités qui sont là-bas. Et c'est quand eux donnent leur feu vert, maintenant qu'on enclenche la procédure, on met les bailleurs donc en concurrence et on arrête une liste définitive donc de baux administratifs qu'on amène en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, au regard donc de toutes les pièces qui sont fournies concernant donc les différentes phases donc de la procédure, regarde et valide. Mais la question du taux élevé, mais il y a un arrêté interministériel qui fixe justement un barème indicatif, c'est vrai, des baux administratifs. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir si les taux qui sont prévus dans cet arrêté de 2019-là, les taux sont élevés ou quoi. Si c'est élevé, qu'on les rabaisse. Ça, une simple révision de l'arrêté de 2019 règle le problème. Donc, vraiment, sur cette question précise, je n'ai pas compris comment ça a été géré, quelle est l'alchimie qui a été mise en place. Sinon, les instruments juridiques existent et je dois préciser que la DGAE, la Direction des Affaires juridiques, la Direction des Affaires immobilières et de l'équipement de l'État, qui est une structure donc, du MINEFID, abat un excellent travail. Moi, je pense qu'il faut plutôt faire confiance aux techniciens du ministère des Finances et chaque fois qu'il y a un problème, les poser les problèmes. Eux, ils trouveront dans le cadre institutionnel les mécanismes qu'il faut faire, les propositions qu'il faut faire pour pouvoir régler le problème. S'il y a un barème indicatif, je ne comprends pas pourquoi. Je ne pense pas qu'il y ait un barème administratif qui puisse être concédé sans que ça rentre dans le cadre de ce barème indicatif. Si c'est ça, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui ont violé l'arrêté en question. Sinon, on ne peut pas comprendre ça. Oui, les textes sont dépassés. Mais si les textes sont dépassés, la procédure existe, on les révise et on les adapte aux nouvelles réalités. C'est ce qui est en train de se faire. Voilà, c'est ce qui est en train de se faire. Merci, Diallo. Lengani? J'adore beaucoup Diallo, parce que je le trouve tellement honnête. Je me permets de l'insulter pour lui dire qu'il est naïf. Oui, il est vraiment naïf. Parce que les textes existent au Burkina Faso pour qu'on les contrôle. Les textes n'existent pas au Burkina pour qu'on les applique. Les gens sont devenus maîtres dans l'art de contrôler les textes.
à tel point qu'on peut vendre même des mines sans passer par le Conseil des ministres. Ça se voit ici. Donc, il y a les textes et il y a les pratiques. C'est les pratiques qu'il faut dénoncer. Sinon, venir ajouter un arrêté à un arrêté, un article à un article, ça n'a aucun sens. Je pense que là, c'est là où elle doit venir. Pour inspecter comment chaque bail a été passé. Est-ce que les procédures ont été suivies, oui ou non? Est-ce que ça dépasse, oui ou non? C'est là où on les attend. Sinon, ce n'est pas les textes. Les textes sont bien beaux, comme il a dit. Il n'y a pas de raison que mais l'État lui-même se permet de venir dire qu'il paie trop cher des choses sur lesquelles c'est lui qui fixe les prix. Mais on ne comprend rien. Ça veut dire quelque part, et contrairement à ce qu'il dit, on ne se l'est pas dit, bon, telle maison, bon, quelqu'un a construit un numéro par là, et c'est là que je vais le prendre. Mais c'est ce qui se fait. Oui, non, bon, c'est un exemple qu'on a pris, c'est que vraiment, où tu es là, vraiment, excuse-moi, hein, il te faut encore des années pour espérer même poser les fondations de ce bâtiment-là. Mais je dis, dans les faits, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire les gens s'arrangent pour contourner les textes, pour accorder des baux. Il y en a même qui construisent même la maison en fonction de tel ministère, de tel projet qui arrive. Ça, c'est connu au Burkina Faso ici. Donc, je pense qu'il faut, pour mettre de l'ordre, ce n'est pas au niveau des textes, c'est au niveau des faits. Que l'on passe au pain fait tous les baux qui ont été passés et qu'on épingle tous ceux qui ont été pris, surtout ceux qui ont trempé les moussards dans la sauce. Comme ça a été fait en Turquie, on a vu des vidéos qui circulent sur la manière dont on a réglé le cas de certaines personnes indélicates et dans certaines situations. Moi, je pense tant qu'on ne va pas arriver à ça. Et c'est là où vraiment je dis avec force qu'il faut que ce pays-là accepte, s'asseoir pour se dire assez, c'est assez. On peut faire table rase sur le passé et on rebâtit la nation sur de nouvelles bases. Sinon, à force de vouloir corriger au cas par cas, on ne va jamais en arriver. Et c'est la même chose pour les audits dont on a parlé. Mais si vous prenez l'audit qui a été fait sur l'ancien gouvernement de Blaise Compaoré, mais ce n'est pas la peine. Ça n'a rien à voir. Bala Sakandé, il sourit, il est en train d'amener la galerie avec ce que lui-même, avec ce qui s'est passé avec l'ancien régime, avec le dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Donc il faut qu'on arrête. Qu'on se dise, ce pays-là a souffert de la malgouvernance, de la mauvaise gestion, au-delà des systèmes, pas des individus. Parce que c'est ça aussi. Quand on me dit par exemple que la justice est pourrie, je dis non, la justice n'est pas pourrie. Il y a des juges pourris. Quand on dit que l'administration est pourrie, non, l'administration n'est pas pourrie. Il y a dans bien des domaines. Oui, c'est comme ça. Donc il faut indexer ceux qui sont pourris, les extirper et puis les trouver des solutions. C'est tout un système. Tout à fait. Merci, Lengani. Alors, Kientga, dans le nouveau décret, il met fin également à la clause de révision du contrat de bail locatif entre l'État et les particuliers. Ce dispositif, dans l'ancien décret, autorisait une augmentation systématique de loyer chaque 3 ans. Qu'est-ce qui peut bien justifier un tel état des lieux? Comment? Je n'ai pas bien entendu. Le fait qu'on autorise qu'à chaque 3 ans, il y ait une augmentation du loyer. Donc, moi j'ai un problème avec les juristes, hein, comme ça a été dit ici, parce que si c'est les décrets là, on a trop de décrets. Et ce qui fait mal encore, et ça je vais plaire aux doyens, mais quand il y a eu en fait cette fameuse histoire des indépendances tournantes là, vous avez aujourd'hui dans certaines régions des bâtiments construits sous les indépendances là, qui abritent aujourd'hui en fait des structures administratives. Et on a fait des indépendances tournantes, une merveilleuse idée, mais on n'a même pas pensé à construire des bâtiments administratifs à grande échelle. Et c'est vrai que ça a été fait par endroits, mais regardez aujourd'hui les milliards qu'on a investis dans les histoires de cités. Par la suite, quand le président Roch est venu, regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc le gros problème, c'est les textes là, comme ça a été dit ici là, il y a même des juristes qui nous disent que non, les textes sont faits pour être violés. Et comme l'a dit un célèbre homme politique, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les finances sont en train de primer sur le droit. Donc, moi, j'ai un problème, franchement, avec les textes, les décrets, etc. Ce qui est en jeu, c'est quoi? Quand tu parles, on va dire non, on a un problème d'une socialisation. C'est un problème de valeur. Depuis
environ 40 ans, là, on a un problème d'orientation, de qualité d'individu. On a des systèmes qui sont par moments, ou du moins des textes qui sont par moments écrits, mais après, les gens foulent au pied ces textes-là. On ne peut pas comprendre que quelque chose passe en Conseil des ministres et après, c'est un gouvernement qui vient dire que non, en fait, il y a un problème de taux, etc., etc. Mais c'était antérieur à l'actuel gouvernement. Oui, c'était antérieur, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que je dis. On est tous burkinabés. On a été socialisés. Regardez dans les familles. Regardez dans les familles. Depuis l'enfance jusqu'à l'école primaire, etc., etc. Regardez la socialisation qu'on nous a donnée. On nous a donné quel type de socialisation? C'est quelle valeur on a fait dans la gouvernance là, dans le passé? Moi, j'ai comme l'impression, et je le dis, si l'administration acceptait en fait de faire un sacrifice en termes de changement de paradigme, on aurait gagné sur tous les plans. Quand vous prenez la question même du terrorisme que nous avons aujourd'hui, mais allez-y dans certaines localités, les gens vous diront qu'il y a eu des dossiers de justice par rapport à des terres qui ont été mal jugées, il y a eu des dossiers par rapport à des histoires de femmes qui ont été mal jugées, etc. etc. Donc après, on dit les citoyens n'ont pas confiance à la justice. Non, ce n'est pas quand on n'a pas confiance à la justice, parce qu'on applique souvent des textes qui sont en déphasage avec la compréhension des citoyens. Et ça, moi, je dis, c'est ça aussi qui montre à quel point nous sommes encore très fragiles du point de vue respect des textes. On a des beaux textes au monde, les plus beaux textes au monde, mais après, dans l'application, on a un problème. Et on a passé le temps. Et si vous regardez, je ne suis pas sûr qu'on a bien fouillé même, sinon si vous regardez très bien, contrairement à ce que Diallo croit, mais c'est dans ces textes-là qu'on peut même appeler et dire « Monsieur Lengani, je veux louer votre bâtiment ». Vous-même, certainement, vous en avez. Mais c'est comme ça. Et après, on fait du rafistolage, donc des procédures, merci, et puis on fait monter. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu vas voir que dans toute la chaîne, les gens se connaissent, hein? Les gens boivent souvent la bière ensemble. Voilà, j'ai mon homme là-bas, là. Il faut que je le voie pour qu'il me positionne. J'ai mon homme. Donc, c'est un peu ça l'esprit. Vous parler d'une complicité à tous les niveaux. Mais bien sûr, ça s'est fait. Et ça fait partie de ce que moi j'appelle l'entrepreneuriat politique. Vous pensez que les gens ils partent en politique seulement, c'est pour le développement, c'est pour les beaux yeux des gens. Les messieurs Lengani là en savent quelque chose. Les gens moi, c'est un journaliste. Oh, oui, non, je veux dire que vous avez plus d'expérience que nous en la matière. Okay. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, sur toute la chaîne là, quand vous allez regarder, en fait, il y a les complicités à tous les niveaux. Et ça aussi, moi, je dis, il faut taper sur tous les individus de la chaîne pour que les gens comprennent que désormais, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que pendant 60 ans d'indépendance, on est en train de toujours louer des bâtiments privés. Et regardez même les bâtiments qui ont été construits à côté de l'aéroport, le bâtiment administratif. Là. Regardez l'état de ce bâtiment administratif. Hein? Et chez vous, par exemple, les bâtiments là, c'est des bâtiments qui ont été construits depuis la colonisation, depuis les années 80. Mais ça résiste même plus que des bâtiments qui ont été construits hier soir ici. Des bâtiments la question est donc profonde. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on regarde tout ça. On a de l'argent pour pouvoir construire des bâtiments administratifs de bonne qualité. Donc il faudrait qu'on aille dans ce sens-là pour qu'on ne dilapide pas chaque année de l'argent pour faire des millionnaires ou des milliardaires. Et puis après, on se plaint qu'on n'a pas l'argent pour financer un certain nombre de secteurs. Merci, Kintra. Diallo. Oui, non, par rapport au texte, je voudrais préciser que nous sommes dans un état de droit. Hein. Quand vous êtes dans un état de droit et qu'il y a les textes, vous ne pouvez pas ignorer les textes. Voilà. Même si c'est la pratique qui est plus pertinente que les textes. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous faites sur le terrain qui est plus important que ce qui est prévu. Même si vous devez travailler à conformer ce que vous faites sur le terrain par rapport à ce qui existe dans les textes. Non, moi je parle même des valeurs qu'il faut... L'ENAM, là, il faut revoir. En fait, il y a des valeurs qu'on doit commencer à enseigner à l'ENAM. Moi, je dis ça vaut 3 ans. Parce qu'on ne peut pas nous sortir non, des dans gens le principe, dans l'administration qui viennent comme des businessmen. On sait où il faut faire du business. Non, je dis ça parce que c'est important. Mais, monsieur Diallo, c'est que vous oubliez là. Vous savez ce que c'est qu'un DG là, pour pouvoir faire beaucoup de choses là. Mais il y a toute une complicité là. Et c'est des gens qui sont sortis de l'ENAM là, de l'ENAREF là. Si c'est l'administration... Et ça aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Non, je le dis. En réalité, quand vous prenez, par exemple, tous les dossiers, les problèmes qu'on a de corruption, etc., là, mais tu penses que quoi? C'est toute une chaîne, là. Non, moi, j'ai une approche méthodologique assez claire. Il y a une situation qui se présente. Qu'est-ce que les textes prévoient et qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? C'est tout. Et on essaie de voir où est le problème. Est-ce que c'est les textes qui sont insuffisants? Dans ce cas, on les révise pour les adapter à la réalité. Ou bien, est-ce que les textes sont beaux, mais c'est la réalité, les acteurs qui ne l'appliquent pas? On essaie de trouver des mécanismes pour les faire appliquer les textes. C'est tout. Sinon, dans l'administration burkinabé, la plupart des agents publics burkinabés sont des hommes honnêtes.
très honnête, je dois dire même que l'administration burkinabé n'est pas la pire administration au niveau des différents États. Quand vous partez au Tchad, vous partez au Mali, vous partez au Niger, vous partez en Côte d'Ivoire, l'administration burkinabé travaille. Mais j'ai l'impression que face à une situation, il n'y a pas un partage d'informations. Parce que si une préoccupation se pose, il faut l'élargir à tous les acteurs. Vous avez même la chance d'avoir des solutions à l'interne pour régler. La difficulté, c'est que tout le monde n'est pas informé au même niveau. J'ai parlé de 2 textes. Ce n'est pas sûr que toi, tu étais au courant de ces 2 textes. Est-ce que tu étais au courant du décret 2016 et de l'arrêté 2019 ? Le décret 2016. Et l'arrêté 2019. Non, l'arrêté 2019. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a déjà un partage d'informations qu'il faut faire au niveau des acteurs. Et chaque fois qu'une situation se présente, il faut prendre le temps, analyser froidement. J'ai l'impression qu'il y a la passion aussi qui commande la façon dont nous gérons nos affaires publiques. Voilà. Parce que l'administration est au service de l'intérêt général. Dans le principe, vous n'allez pas voir un administrateur qui va travailler contre les intérêts du citoyen. Dans le principe. Voilà. Maintenant, il faut travailler. Il y a le principe Diallo, mais il y a les faits aussi. Oui, mais il faut travailler à établir la confiance, travailler à dire aux citoyens que l'administration est à leur service. Il y a des gens, quand ils viennent vous trouver au bureau, quand ils veulent demander un service, il y a cette façon de se comporter. C'est comme s'ils étaient en situation d'infériorité, alors que l'administration est là pour servir les usagers, les citoyens. Merci. Rapidement, Fankwano. Moi, ça me fait quand même rire. Hein. Sincèrement, c'est comme si nous débattons entre ce qui devait être fait et ce qui est fait. En réalité, c'est justement même le fondement du débat. Il y a ce que les tests demandent et il y a ce que les contextes nous font voir. La réalité est que le test en matière de gestion de bail administratif, quand moi j'ai reçu aussi le thème, j'ai cherché à mieux comprendre un peu ce qui se passe là-bas. Et quand tu lis, tu trouves qu'il n'y a pas plus beau test que ça. Il n'y a pas plus beau test que ça. Mais quand tu regardes aussi ce qui se passe, vu par rapport à ton capital social que tu avais vis-à-vis du problème, tu te rends compte qu'au Burkina Faso, les gens se fichent même de ce qui est écrit. Et les gens ont leurs propres tests, et leurs propres tests qui vont en ligne droite avec leurs intérêts politiques, avec leur envie, leur ambition, et leur projet de vie. Et maintenant, quand vous voyez, qu'est-ce qu'il faut dire? Ici, le bail administratif est cher. Mais est-ce que c'est le bail administratif seulement qui nous coûte cher? Vous voyez que l'État ne parle même pas des populations. Nous sommes dans des maisons aussi très chères. Il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Nos loyers nous coûtent aussi plus cher que ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, des gens avaient voté des tests, on sort pour parler de bail administratif. Du moment où l'État a l'argent, l'État a tellement de l'argent. Le bail locatif oui, qui a mais été voté en 2015. Très bien, il faut revoir. Aucun décret d'application. Aucun décret. Nous aussi, on souffre. Il faut revenir sur ça. Et maintenant, pour le problème qui est là, ça c'est une parenthèse. D'ailleurs. Ah oui, voilà. Donc, c'est une parenthèse. Et par rapport au problème spécifique du bail administratif au Burkina Faso, il faut reconnaître que pourquoi même ce bail-là? La terre appartient à qui au Burkina Faso? C'est à l'État. La terre appartient à l'État. L'argent du Burkina Faso appartient... Oui, bon, pas à l'État seulement, mais l'État est un acteur de première envergure. Voilà. Donc, c'est un type, je crois, et l'État fait partie. L'État occupe un rôle très important parmi ces acteurs-là. Maintenant, l'argent aussi des caisses, les caisses du Burkina Faso, de notre pays, appartiennent aussi à l'État. Je veux que nous comprenions que si l'État veut, on doit arrêter tout de suite ce problème-là avec le bail administratif. C'est très simple. Il y a combien de maisons qui appartiennent à l'État à Ouaga 2000 ici? C'est trop. Il y a combien de maisons qui appartiennent à l'État dans chaque chef-lieu de région? C'est assez. Mais on contourne toutes ces maisons-là, on vote une loi pour s'arranger. C'est plutôt un problème de gestion. C'est un problème de gestion. On vote une loi, on sort tout ça, on vote une loi pour s'arranger entre copains. Après, on t'appelle, voilà, si tu es du parti, voilà, tu nous as appuyé, tu vas continuer à nous appuyer, mais donne-nous quelques maisons, quelques clés, on surtaxe et tout le monde en profite. Aujourd'hui, on est là. Mais je crois qu'il faut être sincère. Ici, le problème, là, si l'État veut, on quitte dans ça. Il y a beaucoup de pays qui ont adopté cette stratégie-là. Désormais, l'État a les moyens. Si l'État trouve que c'est cher, il faut construire des bâtiments administratifs. Nos écoles, moi je suis enseignant aussi de formation, nos écoles-là ne sont pas toutes en location. L'État a toujours construit une école, il faut construire les écoles, les infirmeries, il faut les construire, il faut tout construire au lieu de rester à se faire du copinage derrière. Les défis sont immenses. Les défis sont immenses. Je vais terminer par dire qu'il faut avoir surtout confiance
et que c'est pendant les transitions que tous ces problèmes-là se lèvent. Vous verrez qu'en régime normal, démocratique, où c'est la politique qui mène, la politique politicienne qui vit, on ne va même pas parler de ces problèmes-là. Ça coule à flot. Donc, c'est le moment... Pendant que l'administration est là, pendant que les tests de dialogue sont là aussi. Donc, c'est le moment pour nous aujourd'hui, c'est l'occasion qu'il faut saisir pour régler une fois pour toutes ce problème-là, réellement, et surtout ne pas oublier que l'individu, les citoyens aussi louent des maisons très chères, dont j'en fais partie. Absolument. Voilà. Non, je voulais ajouter quelque chose. Rapidement, 10 secondes. Vous savez, moi je pense qu'il faudrait que peut-être les sociologues et les anthropologues là, se mettent au travail, très sincèrement. Hein. Je ne sais pas à l'INSS qu'est-ce qui se passe actuellement, mais on a un problème des individus. Et nos institutions de formation, là, M. Diallo, j'insiste là-dessus. Quand vous prenez dans les années 1970, en remontant jusqu'aux années 80. Ouais. Mais, M. Diallo, il y a des hauts commis de l'État qui ont servi ce pays-là à des hauts niveaux de responsabilité, mais qui aujourd'hui, beaucoup de gens sont partis à la retraite, mais qui sont dans des maisons de je ne sais quoi, de chambres-salons. Et pour ne pas dire 2 chambres-salons, etc., même avec les enfants. Mais tu vas voir aujourd'hui qu'un fonctionnaire qui sort en moins de 5 ans, le gars t'a déjà tapé un R+3. Mais non, au-delà de la fonction, c'est pas la question de la fonction. Il y a ce qui tourne autour. Même les jeunes, quand ils veulent faire le concours, ils disent quoi? Je vais là où il y a business. Il y a où on peut faire des affaires. Voilà, donc, voilà, tu prends quelqu'un qui fait un concours de la douane, qui fait un concours de l'ENAREF. Monsieur Diallo, les prédispositions psychiques, morales, là, ça n'a rien à voir avec... Mais là-bas, il y a des fonds communs. Oui, c'est vrai qu'il y a des fonds communs. Je suis d'accord, mais moi, je pense qu'il faudrait aussi qu'on ait une ingénierie sociale. Il faudrait, à ce niveau-là, que des hauts chercheurs en sociologie, en anthropologie, on dessine le type de Burkinabé qu'on veut d'ici 20 ans. Parce que c'est extrêmement important. Sinon, on va écrire les textes, mais dans l'application, on va avoir toujours des problèmes parce que les gens vont toujours contourner pour prendre des raccourcis. Merci. Moi, c'est rapidement. Ouais, 2 choses. La première chose, je voudrais proposer au capitaine Ibé, après avoir fait... rechercher tous les véhicules en panne à gauche et à droite, de faire rechercher toutes les maisons de l'administration qui sont aujourd'hui délaissées. Soit parce qu'il y a fissure par ici, soit parce que les portes sont foutues. On voit plein de bâtiments, surtout en province, qui sont inoccupés parce qu'il y a eu des défaillances. On a cherché plutôt à louer ailleurs plutôt que de corriger. Donc, on peut faire ce point-là. Et ensuite, je suis d'accord qu'au niveau de la formation, il faut effectivement... Ça, je dis là, il faut qu'on s'asseye pour dire là, le Burkina là, il y a le passé. Il y a eu plein de bêtises qui ont été faites. On fait le point sur tout ce qui a été fait comme mauvais. Et on dit, à partir de maintenant là, voilà comment on va avancer. Sinon, à force de dire non, les audits, on va sanctionner un tel, on choisit les gens, on sanctionne, on laisse d'autres continuer, mais on ne va jamais s'en sortir. Dans 1000 ans, on va être encore là à dire les mêmes choses. Parce qu'on n'a pas décidé de sanctionner à partir d'un certain moment. Merci, Lengani. Pour la première fois, un secrétaire d'État américain vient de fouler le sol nigérien. Mais avant le Niger, Anthony Blinken s'est également rendu en Éthiopie. En 2022, le diplomate était plutôt en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Alors, qu'est-ce qui peut bien justifier cette tournée? Pourquoi cette sorte pourquoi les États-Unis sous Joe Biden s'intéressent-ils de nouveau à l'Afrique? Oui, les États-Unis sous le magistère donc, du président Joe Biden s'intéressent à l'Afrique par rapport à leurs propres intérêts. Voilà, d'abord en priorité et ensuite par rapport aux intérêts maintenant subsidiairement des peuples africains. Voilà. Je note que vous savez que l'Afrique, c'est la terre promise, c'est la terre donc, de concurrence de toutes les grandes puissances. Je considère que nous sommes à un stade, un virage assez important dont nos dirigeants auraient intérêt à bien négocier effectivement la transition. Parce qu'en réalité, ce qui se dessine, c'est que de plus en plus, les grandes puissances vont atterrir sur le sol africain. C'est aux Africains maintenant à s'asseoir de façon calme et lucide pour définir leurs intérêts, pour définir leurs besoins et proposer à ceux qui viennent les voir. Vous savez qu'on assiste de plus en plus à une bipolarisation, à une concurrence ouverte entre les grandes puissances, la France et la Russie, les États-Unis et la Chine, ou les États-Unis et la Russie. Donc, c'est des concurrences permanentes. Moi, je pense que l'Afrique gagnerait à faire un bon diagnostic de ces problèmes. Ce matin, on a
poser le problème, par exemple, de la concordance entre les textes et les pratiques sur le terrain. Il faut faire un bon diagnostic global et être en mesure de donner, donc, d'indiquer donc nos attentes vis-à-vis des partenaires qui arrivent. Parce qu'en réalité, les États-Unis, comme vous le savez, étaient un peu en retrait de la chaîne mondiale. Quand on regarde la géopolitique, les États-Unis n'ont plus l'influence qu'ils avaient auparavant. Sous, par exemple, le président Bill Clinton ou sous d'autres présidents, les États-Unis étaient vraiment très influents à travers le monde. Mais de plus en plus, on assiste à une perte progressive donc, de l'influence américaine. Et donc, je considère que c'est un rattrapage. En fait, ils veulent revenir au devant donc, de l'actualité mondiale. Ils veulent redevenir un partenaire privilégié donc, avec l'Afrique. Et bon, ils sont quand même un peu, quoi qu'on dise, ils méritent un peu quand même notre confiance. Parce que tel qu'ils travaillent à instaurer des institutions fortes. Ils travaillent à faire en sorte que les mécanismes institutionnels que vous mettez sur place puissent prendre en charge convenablement les problèmes de vos citoyens. Et c'est le plus important. Parce que ce qui justifie la création d'une institution, c'est la prise en charge, effectivement, des problèmes des citoyens. Si une institution n'arrive pas à prendre en charge les problèmes des citoyens, cette institution, il faut la supprimer, tout simplement. Donc je considère que c'est dans la géopolitique mondiale. Je considère aussi que c'est à nous, au niveau de nos États, à nous asseoir froidement, parce que j'ai l'impression qu'on veut nous faire choisir entre X ou Y. Je dis que ce n'est pas la bonne option. Ce n'est pas la bonne option parce que toutes les grandes puissances sont les mêmes, elles se ressemblent. Voilà. Il n'y a pas à choisir entre des partenaires. Il faut vous asseoir et chaque partenaire qui vient, il faut le recevoir. Les États-Unis viennent, ils rentrent, nous on les reçoit. La Russie vient, on les reçoit. La Chine vient, on les reçoit. Mais tout dépend de ce que nous proposons en retour. Et il faut qu'on soit solidaires dans ce sens pour faire la différence entre l'intérêt général et nos intérêts particuliers. Parce que la difficulté qu'on a, c'est ça. Pendant que tu travailles donc à développer ton pays, il y a des gens qui travaillent à te mettre donc les bâtons dans la roue. Donc ça fait que ça peut te paralyser. Et donc je pense que c'est dans ce sens que s'inscrit donc cette visite du président américain, du secrétaire d'État américain. J'avais voulu bien qu'il soit au Burkina Faso, mais connaissant les doctrines classiques, comme nous sommes en période de transition, voilà, on est en période de transition, donc ils ne vont pas venir. Mais je souhaite qu'en 2024, le secrétaire d'État soit à Ouagadougou et nous allons l'accueillir à bras ouverts. Merci. Alors, au Niger, Blinken a dit ceci: Washington a plus à donner au Sahel que Moscou. Ce n'est pas étonnant un tel discours. C'est la géopolitique qui est en marche. Ah oui, c'est comme ça. Depuis que Africom, je crois que le siège c'était en Allemagne, non? Donc, dans le cadre donc, du projet Africom, je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Et puis, bon, après aussi, il faut savoir que depuis quelque temps, en fait, le torchon un peu brûle depuis donc, la dernière visite donc, du chef d'état-major donc, nigérien du côté de Bamako. Et vous savez qu'aujourd'hui, en fait, le discours de notre maman... la France a du mal à passer maintenant parce qu'il y a des ratés au plan diplomatique. D'abord, l'ambassadeur qui était là-bas qui avait déjà eu des problèmes avec l'opinion nigérienne. Et par la suite, il y a eu des tentatives donc, de rapprochement avec la visite donc, du ministre de la Défense, ou non, le chef d'état-major donc, des armées français, qui était donc, du côté de Niamey il y a quelques jours. Serez-vous en train de dire que les Américains veulent tirer profit de cette sorte de sentiment anti-français au Sahel? Bien sûr, et ce qui est une bonne chose, hein, puisque bon... mais ils sont alliés pourtant. Oui, ils sont alliés, mais écoutez, les États-Unis veulent se positionner. Vous savez que à chaque fois que la France a des difficultés dans un environnement géopolitique, les États-Unis c'est comme la maman. Comme j'aime à le dire, la France a deux béquilles. Et c'est l'Union européenne. Et puis, c'est les États-Unis. Quand elle est en difficulté, si vous regardez même les mécanismes, même les rencontres qui se sont passées avec notre Premier ministre ici, vous avez vu que, en fait, l'ordre même de faire passer, donc, on fait passer d'abord l'Union européenne, ensuite la France vient, ensuite... Et donc, moi, je pense que c'est un peu ça. À chaque fois que la France sera en difficulté sur le plan géopolitique, les États-Unis vont voler à son secours. Et c'est ça. Et puis, parce que aussi, il faut savoir que... le Niger, le Mali et le Burkina Faso, sous le plan donc, de la tradition politique, nous sommes des pays qui ont vécu beaucoup de coups d'État. Et donc, actuellement, le danger, c'est comment justement veiller à ce que la seule démocratie qui est
donc, dans un environnement habitué donc, à des régimes d'exception, là, ça ne se répète pas parce que, bon, voilà, c'est pas bon pour l'image de la démocratie dans le Sahel. Donc, et puis après, on a aussi l'influence de Moscou qui se fait de plus en plus sentir avec donc, des facilités d'acquisition de matériel, etc., etc. Mais globalement, moi, je pense que c'est dans le cadre peut-être hein, de leur grand projet Africom. Et ils essayent de se repositionner là-bas. Et puis, bon, ça va permettre aussi à la France de souffler un peu parce qu'elle est en difficulté, sincèrement, du côté du Niger. Merci. Et ça va faire bonne chose pour la France, bonne chose pour les États-Unis. Merci beaucoup. Le premier intervenant nous appelle de Bobo Dioulasso. Bonjour, monsieur Barrow Abou. Voilà, bonjour. Bonjour. Je voulais par rapport à la... Allô? Oui, allez-y, on vous reçoit. Ok, je voulais intervenir par rapport à la visite de la délégation malienne au Burkina. Voilà, je voulais vraiment qu'on soit prudent parce que vraiment, je ne sais pas si le Mali peut nous apporter ça par rapport à cette situation sécuritaire. Voilà, parce que, bon, si les gens suivent bien l'actualité au Mali, ça ne va pas. C'est peut-être pire même que chez nous. Mais je vois que nos autorités ont apparemment compte trop sur le Mali, donc ça fait que moi-même j'ai peur même pour le Burkina. J'ai l'impression que nos autorités, bon, ils sont à court d'idées, je ne sais pas, mais ils en font trop. Parce que le président est passé là-bas, le président de l'Assemblée est passé là-bas. Et le Premier ministre est passé là-bas, comme si en fait on ne peut rien faire sans le Mali. Donc vraiment, ça fait que vraiment ça m'inquiète. Alors que le Mali n'est pas un bon exemple. Même quand on suit l'actualité au Mali présentement, je le vois qu'en fait, il y a des activistes qu'on est en train d'arrêter. Parce que quand tu contredis le président seulement, on t'arrête. Donc je crains que la même chose arrive au Burkina. Et encore, cette situation sécuritaire, ce n'est pas seulement que le Mali. Parce qu'il faut qu'on laisse cette histoire de Russie, qu'on soit vraiment voir la réalité en face. Parce que quand on prend le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina, il faut qu'on collabore. Sinon, le Mali seul ne peut pas. Il ne peut pas nous aider. Voilà, le Mali n'est pas un bon exemple pour nous. Et je crains qu'on prenne l'exemple sur le Mali là, pour brimer la population. Parce qu'au Mali, ça ne va pas. Ça ne va pas, la liberté d'expression et consort. Vous vous renseignez, ce n'est pas vraiment une histoire de... Parce qu'on est contre quelqu'un, on compte pas les gens, tournent autour de ça, alors que ce n'est pas ça. Au Mali, ça ne va pas. Les gens, on ne veut pas que les gens disent la vérité. Donc, je crains qu'on copie la même chose au Mali pour venir, comme si en fait nos idées étaient irrédevables envers le Mali. Bon, je ne sais pas trop pourquoi ça fait le Mali. Parce qu'à la loupe, ça va là, moi, ça me fait beaucoup peur. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça là. Parce que le Mali ne s'en sort pas, je ne sais pas comment ils vont nous aider. Voilà, donc ça fait vraiment beaucoup peur, c'est ça que je voulais vraiment dire. Je fais vraiment attention à cette histoire du Mali, parce que ce n'est pas un bon exemple qu'on peut vraiment importer. Voilà, c'est ça que je voulais vraiment dire. Merci beaucoup, monsieur Abou Barrow depuis Bobo Dioulasso. Merci d'avoir appelé. Alors, Lengani, qu'est-ce qui attire tant Washington en Afrique? Ce sont ses intérêts. Ce sont ses intérêts, rien que ses intérêts. Et deux ou trois choses. La première chose, historiquement, quand Barack Obama a été élu président, on a dit un noir, donc l'Afrique va profiter. Zéro. On a dit aux gens, les Américains n'ont que leurs intérêts dans le viseur. Même issu de l'Afrique, il n'a rien fait pour l'Afrique. Au contraire, c'est Joe Biden qui vient, qui n'est pas un noir, jusqu'à plus du contraire, qui s'intéresse particulièrement à l'Afrique. C'est parce qu'aujourd'hui, les intérêts de l'Afrique... Mais qu'est-ce qui peut même justifier cela? On a vu par exemple sous Trump où l'Afrique n'était pas du tout sa priorité. Il a même qualifié certains pays de merde. Qu'est-ce qui change entre-temps? C'est les intérêts, c'est la géopolitique. Aujourd'hui, la Russie est présente en Afrique, en train de faire une percée vraiment historique. Et ça, l'Amérique ne peut pas se permettre de se laisser dévancer sur ça, ce n'est pas possible. Si elle se laisse dévancer, alors que les Russes, on les connaît. Mais est-ce qu'elle ne vient pas en retard? Vous dites? Est-ce que l'Amérique ne vient pas en retard? Non, pas du tout. La Chine est suffisamment avancée. Non, pas du tout. Moscou qui donne ses facilités à tous les niveaux dans les pays sahéliens. Il y a rien de solide. Hein. Oui, actuellement, même la Chine, si vous prenez la Chine par rapport au Burkina, mais la Chine, tous les grands projets qu'on avait avec la Chine de Taïwan et que la Chine, Pékin a repris, tout c'est à terre. Tout est à terre, tout. Ça veut dire que la Chine populaire... Il y a quand même quelques réalisations qui sont en cours, notamment l'hôpital de Kwa Non, qui ne faites avance. pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que tout est nul, mais je dis que par rapport à la progression des projets sous Taïwan, avec ce qui s'est passé actuellement avec Pékin, mais c'est le jour et la nuit. Et donc cette coopération n'est pas encore solidement ancrée. Donc les Américains ont encore de l'espace pour venir effectivement proposer les choses. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Diallo pour dire que nous devons être suffisamment intelligents et souverains
pour accueillir tout le monde et prendre chacun selon les intérêts qu'il peut nous apporter dans certains domaines. Et ne pas nous focaliser sur un seul axe. Et là, ça me fait revenir sur l'avis qui a été donné tout à l'heure par votre appelant, qui dit que ce qui se passe au Mali, on est en train de vouloir prendre ça comme exemple. Or, nous savons tous que le Mali est fortement indexé sur la Russie. C'est des réalités. Il faut laisser les histoires d'officiels là pour voir ce qui se passe en réalité dans le pays. Ça ne va pas au Mali. Et le Mali n'a rien à apporter au Burkina Faso. Ça ne veut pas dire que la Russie n'a rien à apporter au Burkina Faso. Non. Nous pouvons travailler avec la Russie sans passer par le Mali. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer justement des États-Unis, nous, au Burkina Faso? Quelle devrait être la posture du capitaine Ibrahim Traoré vis-à-vis de ce redéploiement? La posture, c'est d'identifier nous-mêmes ce que nous voulons. De manière précise. Qu'est-ce que nous voulons en matière de sécurité? Qu'est-ce que nous voulons en matière de développement? Qu'est-ce que nous voulons en matière humanitaire? Et maintenant, on prospecte au niveau international. Ce n'est pas pour rien qu'on a des ambassades dans les différents pays. C'est leur travail là. On leur envoie la feuille de route. Voilà ce dont on a besoin au Burkina Faso aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, dans ton pays là, tu peux nous trouver? C'est comme ça. Et en fonction de ça, on accueille les gens et on choisit. On fait un libre arbitre. C'est vrai que ce n'est pas aussi évident que ça. C'est facile de le dire sur un plateau de télé que de le vivre en réalité. Ça, j'en conviens tout à fait. Mais au moins, si on fait l'effort de montrer aux partenaires que ce qui nous intéresse en premier sont nos intérêts, ils vont nous respecter davantage. Plutôt que d'être là à courir derrière eux et pire encore, en passant par des intermédiaires qui eux-mêmes ne sont même pas crédibles. Merci, Lengani. Mohamed Savadogo nous appelle de Kaya. Bonjour, monsieur Savadogo. Allez-y pour votre contribution. Ok. Je voudrais d'abord ouvrir une petite parenthèse pour parler de la coopération Mali-Burkina. Allez-y rapidement. Oui, je pense que nos peuples refusent de préparer l'avenir pour les générations à venir. On veut les résultats ici et maintenant. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, nous refusions une collaboration avec le Mali dans la mesure où notre crise est venue du Mali. La crise aujourd'hui est venue du Mali. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui résoudre cette crise sans l'apport du Mali? Est-ce qu'il y a un pays avec lequel nous partageons autant de frontières que le Mali? La réponse est non. Donc moi je crois que si nous voulons bâtir un pays sérieux pour les générations à venir et avoir des résultats tangibles contre ce terrorisme-là, il faut impérativement impliquer le Mali. Mais impliquer le Mali ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement faire comme le Mali, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes problèmes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Kidal comme le Mali a le Kidal. Voilà, mais nous avons aussi le terrorisme qui est venu du Mali. Donc, il faut forcément qu'on partage nos informations. Et c'est encore honteux de constater que nous avons 3 pays, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina, qui vivent les mêmes problèmes et qui ne sont pas capables de s'unir pour faire face à ce problème-là. C'est très honteux. Pourquoi? Est-ce que cela peut se faire en Occident? Je ne crois pas. Donc, pour passer maintenant à l'outil de l'Assemblée, moi je crois que la démocratie, pour l'instant, est notre ennemi aujourd'hui. Si vous voyez ce que les avocats ont dit par rapport à ce que M. Diallo a dit, vous constatez qu'on ne peut pas aujourd'hui demander aux gens de ne pas bouffer l'argent du contribuable et en même temps vouloir lutter contre la corruption. C'est un peu difficile. On a fait des enquêtes, on a constaté des irrégularités, qu'on se demande seulement, est-ce que ces irrégularités-là, c'est vrai ou bien c'est faux? Si c'est vrai, que Bala Sakani rembourse. Si c'est faux, qu'on le blanchisse. Il n'y a pas plus que ça. Mais quand vous regardez aujourd'hui les gens qui disent qu'ils sont contents du fait qu'on s'accroche sur Bala, au lieu de tenir compte de la gestion des services Diallo, et les mêmes aujourd'hui, quand on demandait par exemple à Blaise, on parlait de rendre compte sur le crime économique, et eux ils disent de laisser Blaise pour aussi demander des comptes à Thomas Sankara. Vous voyez que le Burkinabé est vraiment malhonnête. C'est incompréhensible. Donc il faut qu'on accepte souvent, faire table rase et comprendre que ceux qui doivent s'expliquer. S'ils sont toujours vivants, qu'ils s'expliquent. Ça les blanchit même. Je prends un exemple aujourd'hui, si on décide par exemple d'aller à la réconciliation, comme les gens de Prougne, et qu'on décide de blanchir ceux qui sont en prison, et ceux qui ont refusé de répondre à la justice burkinabé, on fait comment? Donc vous voyez, il faut qu'on accepte parler le même langage si on veut réellement développer ce pays-là. Pour terminer avec la visite du diplomate américain, il n'y a que des intérêts qui comptent. L'Amérique ne s'en fiche pas mal de qui que ce soit. La preuve, regardez le gaz naturel que l'Amérique vend à l'Europe. Ça a un prix au double que le prix normal.
Et c'est aux mêmes Européens que l'Amérique envoie des armes pour lutter contre la Russie. Pour dire que l'Amérique n'a aucun ami. Il n'y a que des intérêts. Et Charles de Gaulle l'a compris. Et il a attiré l'attention des Français depuis 1945. C'est à nous, Africains, de savoir ce que nous voulons. Comme Diallo l'a dit, toute personne qui vient vers nous, on l'accepte et on pose nous nos conditions. Tu veux nous appuyer, voici le domaine. Si ça ne te plaît pas, tu peux repartir. Un peu, c'est tout. Mais il faut qu'on accepte de se sacrifier pour des générations à venir. Il ne faut pas qu'on veuille des résultats ici et maintenant. Ça ne marchera pas. Qui qu'il soit, même si vous envoyez Dieu même pour nous diriger là, nous ne pouvons pas avoir les résultats ici et maintenant si nous ne tenons pas compte des générations à venir. C'est impossible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed Savadougou, d'avoir appelé depuis Kaya. Tankwanou. Oui. Et par rapport à la visite du diplomate américain tout près chez nous au Niger, moi, mon argumentaire est assez clair. Et ce n'est pas une visite anodine. D'abord, avant ça, il y a eu des visites. Et après même, dans nos recherches, il y a d'autres visites, d'autres diplomates américains qui ciblent les pays africains. Et la réponse claire, c'est quoi? L'Afrique, quelqu'un l'a dit, est une catastrophe naturelle minière. Et aujourd'hui, tout ce qui relève de cette compétence-là attire désormais des investisseurs, des gens qui ont les moyens et qui n'en ont pas assez chez eux, les grandes puissances, je veux dire. Et malheureusement, les États-Unis ne sont pas seulement la grande puissance, la seule grande puissance qui envisage exploiter ces ressources-là. Ils ont des alliés qui exploitent, ils ont des concurrents de première heure aussi qui l'exploitent. Et c'est ce qui nourrit les intentions géostratégiques et géopolitiques de ces puissances-là sur nos terres et près de chez nous. Concrètement, si vous voyez que les États-Unis aussi sont, ça varie, hein, leur programme sur l'Afrique varie en fonction du président. Et cela, pour moi, ça s'explique aussi du fait que, en réalité, chaque président a sa politique quand même, hein, et chaque président a sa feuille de route. D'autres sont plus axés sur le continent, d'autres ne sont pas plus axés. Mais tout ça là ne tient pas plus que ce que l'Afrique a à apporter aux États-Unis. Et tout ça ne tient pas aussi face à la concurrence ou au risque de perdre totalement un continent au profit d'un adversaire. Est-ce que vous voyez? Et particulièrement, pourquoi le Niger? Tout le monde sait que les États-Unis ont des bases, quand même une grande base de drones au niveau du nord-est du Niger, particulièrement à Dirkou. Ils ont une base qui se charge même de surveiller les extrémistes islamistes en Libye. Et ne serait-ce que pour cette raison, elle est là, la base, elle est là, elle est en bonne et due forme. Il faut collaborer avec ce pays-là qui accueille ces bases. C'est comme l'opération Sahab qui vient de partir. Notre relation avec la France était encore au bon. Je parle de l'histoire maintenant. Et la France n'avait pas autre grande destination, peut-être plus que le Burkina Faso, comptant sur ce facteur-là. Donc, ce qui est beaucoup important, malheureusement, ce qui relève de la problématique est que les Africains n'arrivent pas à profiter de leurs relations. Ça, je crois même que ça peut être le nœud même de notre débat. Est-ce que ces pays qui courent derrière nous, en fonction de leurs intérêts, en fonction de leur président, en fonction de leur politique-là, qu'est-ce que nous faisons de ces pays-là? Est-ce que nous tirons profit? Aujourd'hui, regardez, le Niger qui a l'Union européenne bien installée, qui a les États-Unis qui courent derrière eux, aujourd'hui, quand tu prends le Nigérien, c'est la misère, comme partout. Hein? Ça ne va pas. À revoir, 66,6%. Voilà, ça ne va pas. Est-ce qu'on en profite? Est-ce que nos dirigeants réellement arrivent à tirer profit de ces relations? C'est la question qui se pose. Et cette question, nous-mêmes au Burkina Faso, nous devons répondre à cette question. Qu'est-ce que nos autorités de la transition ont à faire avec tous les partenaires qu'ils partent visiter? On se rappelle que notre Premier ministre est allé à Moscou. Il est allé en Russie. Et pourquoi il a choisi la Russie? Il pouvait aussi aller aux États-Unis pour demander les mêmes aides. On sait que tous ces pays sont capables de nous aider. Et donc, pour dire que dans l'ensemble, nous devons prendre une posture nécessaire, une posture gagnante-gagnant. J'ai dit, il n'y a pas... C'est tout ce qui m'amène à agir chaque fois
contre la jeunesse qui se lève, qui brandit seulement des drapeaux russes. Voilà, la Russie, la Russie. Moi, ça ne me dit absolument rien. Je trouve que c'est rester tout à côté de la réflexion et ne pas voir la réalité en face. Autant la Russie peut nous apporter, autant les États-Unis, autant la France. Tout dépendra de notre posture. Qu'est-ce qu'on veut de cette relation-là? Est-ce que nous voulons que ces pays-là viennent nous exploiter ou bien nous donner, sous-traiter avec nos élites et nous donner un peu le peuple? Qu'est-ce que nous voulons que ces élites-là, ces pays-là, ces partenaires-là viennent corrompre tout un conseil de ministres ou bien toute une assemblée pour avoir accès à des mines de façon non claire et parallèle? Est-ce que nous voulons réellement que cette coopération-là soit connue, vue de tous et que les relations soient basées sur un partenariat gagnant-gagnant? Je crois que nous devons beaucoup miser sur cette question-là. Et la réponse, je crois que nous avons intérêt à insister sur le partenariat gagnant-gagnant avec ces partenaires parce qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils l'ont déjà dit auparavant. Merci. Ibrahim Guira nous appelle de Ouagadougou. Bonjour, Monsieur Guira. Bonjour, cher. Bonjour, allez-y pour votre contribution. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Allez-y. Ok, merci bien. D'abord, je vous dis bonjour l'ensemble des invités. Je suis vraiment ravi de participer à l'émission. Voilà, je vais aborder dans le même sens que celui qui vient de me précéder. Bon, apparemment, j'ai remarqué qu'il a déjà tout dit. Voilà. Et ce qui va nous permettre de sortir de cette crise, il faut que vraiment qu'on aille avec le Mali. Parce qu'on a le même problème. Maintenant, il y a certains détails maintenant, c'est à nous maintenant de voir ce qui nous convient de mieux. Sinon, si on va se dire de se démarquer du Mali parce que ça ne va pas au Mali, bon, ça, vraiment, nous sommes en train de nous tromper énormément. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le côté l'armement, il faut toujours miser sur ça parce que on a remarqué qu'en passant par la France, on ne peut pas avoir les armements. Mais déjà, Mali a déjà fédéré avec la Russie. Voilà, c'est ce qui nous amène maintenant à compter bien sur le Mali. Voilà, c'est à nous maintenant de voir ce qui ne nous convient pas de mieux. Et avoir trié ce qui nous convient de mieux. Allô? Oui, on vous reçoit. Allez-y, monsieur. OK. Allô? Oui, on vous reçoit, allez-y. Merci beaucoup, monsieur Ibrahim Guira, d'avoir appelé rapidement Kietga. On est en fin de mission. Je pense qu'il faut aussi que... Moi, je pense qu'il y a déjà de la lisibilité dans nos relations avec le Mali. On se rappelle, le président Patrice Talon était ici il n'y a même pas longtemps. On a vu le ministre des Affaires étrangères togolais qui est venu il n'y a pas longtemps. On a vu Olivier Rwamba en Côte d'Ivoire. Oui, Kietga, non, ce que je veux là, dire, ce sont des émissaires qui y vont, c'est des gens qui viennent, mais au Mali, Ibrahim Traoré lui-même s'est rendu au Mali. Oui, mais en fait, c'est ça que je dis. Puisque, en fait, c'est des gouvernements de transition. C'est des militaires. C'est des gouvernements de transition. Et je dis, en fait, la diplomatie, ce n'est pas seulement le chef de l'État. Pour ce qui est de la Russie, est-ce que le président Ibrahim Traoré était en Russie? Mais le Premier ministre allait en Russie. Et je pense qu'il y a des concertations qui sont faites. Et pour dire la vérité, c'est que beaucoup de Burkinabés oublient. Moi, je m'amuse actuellement à lire l'histoire des rébellions en Afrique. On se ment, on se flatte. Et sur le plan anthropologique, moi, j'ai remarqué quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les interlocuteurs privilégiés. Quand vous prenez tout ce qui s'est passé du Libéria, Sierra Leone et tout ce qui se passe au Congo actuellement là, c'est quelques gens qu'on prend en armes parce que justement, on surfe sur l'ethnie, on surfe sur la religion. Et après, on a des bases arrières pour des pays. Et on connaît notre histoire avec le Mali. Et ça, c'est récent. Est-ce que beaucoup de Burkinabés oublient? C'est qu'en 2011, en 2012, il y a en fait des journalistes qui ont fait un travail dans le Sahel. Je prends l'exemple du Sahel. Est-ce que vous savez que nous, on a reçu des milliers et des milliers de réfugiés depuis 2011 au Burkina Faso, qui ont quitté le Mali et qui étaient installés dans le Sahel, où il y avait des problèmes même de terre entre ceux qui sont venus du Mali et ceux qui, en fait,
étaient autochtones. Il a fallu qu'à l'époque, le ministre de l'administration territoriale fasse des mesures de pied pour aller régler ces problèmes-là. Donc, historiquement, quand on regarde notre frontière avec le Mali, on a intérêt. Et moi, je suis de ceux qui estiment, moi je ne suis pas fédéralisme rapide comme les gens peuvent le penser, mais écoutez, quand vous prenez en fait les États-Unis, c'est combien d'États? Aujourd'hui, on parle de mutualisation des efforts. Pourquoi les Africains ne peuvent pas mutualiser les efforts? Parce que l'élite a été programmée à rester dans des débats vides. Sinon, on commence avec le Mali, une fédération des deux États-majors, une coordination des opérations, une mutualisation des moyens, etc., etc. Et progressivement, on va à d'autres niveaux de conjugaison des efforts. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Merci. Rapidement, en 10 secondes. Oui, en convoquant aussi l'histoire, entre le Burkina Faso et le Mali, c'est deux guerres aussi. Deux guerres qu'on ne peut pas aujourd'hui balayer du revers de la main. Si on a effectivement un besoin ou le souci des intérêts de ce pays-là, il faut en tenir compte. C'est extrêmement important. On ne peut pas balayer ça aujourd'hui pour dire on fédère, on a ça. On laisse Lengani terminer, vous avez eu la parole. Bon, 4 secondes, Lengani. Concrètement, nous savons aujourd'hui, à travers les médias traditionnels normaux qui enquêtent, que par exemple la Côte d'Ivoire a apporté un appui matériel en termes de milliards au Burkina Faso depuis que IB est là pour la lutte contre l'insécurité. De 2 milliards. Nous avons avec ce pays-là un traité qu'on appelle le traité d'accord d'amitié de coopération qui préfigure avec des conseils des ministres déjà conjoints, etc. Merci Lengani. Merci Lengani. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Issaka Lengani était donc sur ce plateau. Il est journaliste et l'analyste politique également. En face d'Issaka Lengani, il y avait Blaise Ketega, il est journaliste et directeur de YAM Info. À côté de vous, il y avait donc Dieudonné Tankwano, il est écrivain, il est également sociologue, puis Karim Diallo, juriste et administrateur civil. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. À dimanche prochain, si Dieu le veut.